on s'attaque à des choses de société. On s'attaque à l'éthique. Nos discussions d'aujourd'hui, on s'élève un petit peu de commenter l'actualité Elon Musk versus la bourse versus les Mickey qui sont à Silicon Valley ou les C'est bien ou pas? Floride. On a raison de faire ça ou pas? Je pense que c'est extrêmement intéressant. Les impacts sociétaux de toute nouvelle technologie et toutes les questions qu'on se pose aujourd'hui, tu vois, c'est sur l'IA, sur les deepfakes, sur ce qu'on fait de nos données, ce qu'on fait après la mort. C'est extrêmement intéressant. Je pense pas qu'on aura la réponse là, mais comment on va élever la nouvelle génération sur l'utilisation, l'appréhension de tous ces outils numériques. C'est un vrai sujet. La technologie change notre manière d'interagir avec le monde. Et on devrait se poser plus ces questions. Hola hola amigos et bienvenue dans Silicon Carnet, le podcast tech picante et en direct de San Francisco. Mon nom est Carlos Diaz, entrepreneur, investisseur et podcasteur. Et je vous donne rendez-vous chaque semaine pour décoder l'actualité caliente de la Silicon Valley avec mes potes. Cette semaine dans Silicon Carnet, nous sommes trois. Rodrigo qui revient cette semaine, Don Rodrigo est avec nous. Et puis Flavie Prévost qu'on n'avait pas vu depuis un petit bout de temps. Ça y est, elle est de retour. Flavie dans Silicon Carnet, on est super content de la voir. Comment vous allez? Flavie, comment tu vas? Tu étais où? Ça fait un petit bout de temps qu'on t'a pas vu. Ah ça va, ouais, j'étais dans un bon tunnel solopreneur. Tu sais, on fait tout seul, on fait les malins comme ça, on porte des casquettes, on a l'air d'avoir une vie à la cool, mais de temps en temps, quand faut lancer des produits, lancer des trucs et tout, bah c'est un peu chaud. Donc je sors de mon tunnel et je suis de retour dans Silicon Carnet. C'est quoi ton actualité là? C'est quoi les trucs importants là sur lesquels t'as bossé, que t'es fier, que t'es en train de lancer? Bah écoute, tu sais, moi je construis le premier incubateur pour solopreneurs en France, un peu la même idée qu'un incubateur de start-up mais qui marcherait bien et pour un public indépendant, pour avoir pour avoir de la formation de qualité, de la bonne cam. Donc ça prend un peu de temps quoi. Je fais ça et j'ai peut-être un projet de nouvelle émission vidéo autour du board, du futur du travail et de conférences en entreprise. Donc voilà, ça charbonne un petit peu en ce moment et ça phosphore. Bon, super. Parlant d'accélérateur, vous avez vu la news, on n'avait pas prévu d'en parler, mais est-ce que vous avez vu cette news comme quoi Techstar arrêter son programme à Seattle, qui est son programme phare de Techstar, celui qui vraiment avait mis à jour les plus grandes startups de Techstar. Bah, ça y est, ça s'arrête. Il y a un vrai problème là en ce moment chez Techstar. Clairement, ils ont perdu le momentum face à YC qui lui cartonne. On se rappelle que Techstar avait fait un move plutôt corporate, hein, et quand tu changes ton focus et que tu bouges ton focus des founders vers les corporates pour faire du pognon, quand le bear market arrive, ben les founders viennent plus chez toi et les corporates se barrent parce qu'ils ont plus de thunes et visiblement Techstar is in trouble right now. Ah ouais, ça marche plus quoi. Ça marche plus. Je sais pas. Vous en avez entendu parler ou pas du tout en France? Bah, moi, je croyais juste qu'ils avaient entendu l'épisode avec El Professeur et sur la fin des accélérateurs. Dit, bon, les gars, c'est mort, on arrête. Peut-être, ouais, je sais pas. Alors, j'ai pas vu la news, mais j'ai plusieurs commentaires. La première, c'est que je ne crois pas du tout aux accélérateurs. On a fait une émission à la fin des accélérateurs. Je vous invite vraiment à la regarder. Je la montre d'ailleurs. Allez-y. Alors, je regarderai, mais on s'est retrouvés il y a 10 ans avec plein de gens qui se sont dit l'économie digitale est en train de bouffer nos jobs, donc il faut qu'on devienne digitaux. Et donc toutes les boîtes se sont dit, faisons un accélérateur, ce qu'on appelait à l'époque Open Innovation, faisons venir ces gens-là, on va être top et ça va faire monter notre cours en bourse ou ça va faire montrer notre cote auprès de nos actionnaires. Et donc quand tu es une boîte qui fait par exemple des parfums ou des cosmétiques ou du shampoing, tu te dis je vais faire un accélérateur beauté, je vais prendre 20 boîtes et je vais faire un appel à candidature et tu vas recevoir peut-être 22 boîtes. Ce qui fait que les 20 premières vont rentrer, et puis 2 ne rentreront pas. Sauf que si tu avais mis des vrais critères, ça se trouve, les 22 ne passaient pas les critères pour rentrer. Et on s'est retrouvé comme ça avec des centaines d'accélérateurs de par le monde, de gens qui étaient financés par l'accélérateur et par les contacts de l'accélérateur, et donc qui sont allés taper à la porte des investisseurs après en se disant « Coucou, j'ai été dans tel accélérateur, je vais pas citer de nom, je vais pas me fâcher avec des gens, donc tu me dois de l'argent ».
Et tu leur dis, bah non, t'es pas un vrai business, en fait. Et le porte-étendard de ce mouvement-là était Y Combinator. Alors, moi, j'ai eu la chance ou le malheur d'aller 2 fois au Demo Day de Y Combinator sur le pier à San Francisco. C'est horrible. C'est la foire au bétail. C'est le salon d'agriculture qui ouvre ces jours-ci. T'as 200 boîtes qui pitchent, 3 ou 4 minutes chacune, 5 slides. Alors, pareil que c'est 3 maintenant, mais à l'époque, c'était 5 slides. Et dans la salle, t'as 600 investisseurs avec des lanières rouges. Alors, comme on leur a dit que c'est le meilleur accélérateur au monde, ils sont tous là. Et puis, comme on ne vire personne pour avoir recruté IBM, alors on ne verra personne. Il y a d'ailleurs des fonds qui sont spécialisés pour ne financer que des startups qui sortent de Y Combinator aux États-Unis. Donc, ouais. Ou même en France, Lobster Capital ne fait que ça. Ils ont soi-disant accès aux meilleures boîtes de YC. Le problème, c'est que les boîtes de YC sont toutes formatées. Ça, c'est le premier problème. Elles ont toutes la même tête, c'est-à-dire qu'elles ont 3 mecs, enfin 3 cofondateurs, 3 mecs ou nanas. Elles ont peut-être fait un POC de 35 ou 40K de chiffre d'affaires. Elles vont toutes lever 2 millions sur 8 millions près. Ça n'a aucun intérêt. Quand on regarde sur TechCrunch, ensuite, qui font les comptes rendus, les boîtes qui sortent, donc tu as des baristas sur vélo, donc des kits pour faire du café sur un vélo, tu te promènes, vraie boîte. Ou alors une petite lampe qui fait pousser ta plante verte sur ton bureau, vraie boîte. Et tout ça, ça vaut 8 millions près avec 2 millions levés. Donc, moi, j'aurais demandé quand j'étais là-bas, vous allez faire quoi avec? Ah, on va recruter un ingénieur ou 2 de plus. Je dis, mais t'as pas besoin de 2 millions pour recruter 2 personnes. À SF, tu peux avoir besoin de 2 millions pour recruter 2 personnes. C'est possible. Ouais, on va recruter peut-être un peu de marketing. Non mais Rodrigo, t'es très loin des chiffres. C'est la foire. T'es très loin des chiffres. Hein. Oui, 8 millions près, c'est fini. Hein. Si t'es à YC, moi je les regarde les startups qui sortent de YC, il y a plus un seul dossier à moins de 12 millions en ce moment. Hein. 20 millions même hein, près. En précide. Hein. Alors deuxième problème de ces boîtes-là, c'est qu'il y a un pré-démodé. Donc toutes les bonnes boîtes sont déjà financées, sont prises à l'avance par les grosses. Donc moi j'étais une année, je croise un mec qu'on connaît ici en Europe, s'appelle Oliver Samwer, le patron de Rocket Internet à Berlin. Et lui, il a regardé toutes les boîtes, et je lui dis alors c'est quoi celle que t'as plu? Bah celle-ci, mais elle a déjà été financée par Andreessen Horowitz qui a mis un ticket de 20. Donc en fait, quand tu es là au démodé de Y Combinator, t'es le zozo qui vient dépenser de l'argent. Non mais c'est juste un spectacle. Et ça c'est le système. C'est juste le show. C'est un système pyramidal. Ouais. Donc ça c'est le premier commentaire. Le deuxième, c'est que Techstar s'est construit à peu près au même moment que YC ou a copié YC. Et dans la liste de tous les incubateurs mondiaux était le numéro 2 derrière eux. Ok. Ils se sont financés de manière verticale en faisant par exemple avec la Barclays à Londres, ils avaient l'accélérateur FinTech, c'était fait avec Barclays, et très bien. Maintenant, Techstar, c'est intéressant, c'est un truc qui a été lancé par Brad Feld. Je sais pas si vous connaissez Brad Feld, il a écrit plein de livres pour les startups, c'est très bien à lire, c'est comment gérer son board, comment lever de l'argent, comment faire son BP, etc. Et Brad a monté un truc qui s'appelait The Founding Group, dans le Colorado, donc en dehors de la Silicon Valley. Mais Brad et son associé ont annoncé il y a quelques mois qu'ils se retiraient et qu'ils prenaient leur retraite. Donc ils ne relèveront plus d'argent. Donc ils ne font que gérer les affaires courantes. Et d'ailleurs Brad, qui était moi dans mon fonds Expand Capital, était notre advisor et investisseur, me répond, écoute, je ne suis même plus à Boulder, je vous dirai pas où il est, mais il est parti et c'est fini. Donc c'est peut-être lié, je sais pas. Non, moi je pense que surtout ce qui est intéressant à observer, c'est la YC, son portefeuille est 10 fois mieux valorisé que celui de Techstar. Il y a pas photo. On en avait parlé dans l'épisode de la fin des accélérateurs. Je remonterai les chiffres, mais c'est sans commune mesure. Le succès de YC par rapport à Techstar, mais ce qui est intéressant de regarder... Mais c'est la loi des grands nombres qu'on retrouve dans le venture capital, regarde, il y a des bouquins là-dessus. Le VC, c'est un business de power law. Oui, c'est comme la musique. La une qui marche, c'est pas un business de moyenne. Non, exactement. Mais surtout, ce qui est intéressant dans le modèle de Techstar, et toi, Flavie, tu t'apprêtes à monter une forme d'incubateur, d'accélérateur, et ça c'est intéressant, c'est que Techstar à un moment a fait le choix de verticaliser effectivement ses programmes et de faire des programmes en coopération avec des corporates. Donc à partir de ce moment-là, cette décision-là a fait que le client de Techstar n'était plus les entrepreneurs, mais était devenu les corporates. Et je pense que c'est ça le début de la fin. Dans l'article que je montrais tout à l'heure, c'était très très bien expliqué. Bon, revenons aux US. Un des sujets dont je voulais parler avec vous, c'est un sujet qui est vachement intéressant parce que moi, ça fait 14 ans que je suis à San Francisco et ça fait 14 ans que j'entends dire que la Silicon Valley est terminée, que c'est fini la Silicon Valley, que il y a d'autres écosystèmes dans le monde qui sont beaucoup plus intéressants que la Silicon Valley.
Et notamment, il y avait eu un phénomène au moment du Covid où on a vu beaucoup de monde se barrer de la Silicon Valley en prétextant que justement la Silicon Valley, il y avait plein de problèmes à San Francisco notamment, et qu'il y avait d'autres villes et qu'il fallait profiter du Covid pour aller explorer de nouveaux écosystèmes. Eh ben, la nouvelle vient de tomber, c'est encore un article du Wall Street Journal qui explique, chiffre à l'appui, que tout le monde est en train de revenir à San Francisco en ce moment, et peut-être que le retour le plus cocasse, certainement, c'est celui de Keith Rabois, qui est cet investisseur iconique de la Silicon Valley, qui bossait d'ailleurs chez Khosla Ventures avant, qui s'était barré de chez Khosla Ventures pour rejoindre le fonds de Peter Thiel Founders Fund, et qui avait été très vocal sur le fait de partir de SF en disant que c'était une ville de woke, que la ville était en train de sombrer dans une culture hyper toxique, des prix étaient devenus trop chers, que la municipalité n'en avait strictement rien à faire, que la tech était un ennemi de la municipalité, et qu'il fallait se barrer vers d'autres destinations, et notamment Miami, où il s'était installé et où il avait rejoint le fonds de Peter Thiel Founders Fund. Ben, la news est tombée, Keith Rabois est de retour à SF. Il vient de quitter Founders Fund, il vient de quitter Miami, et il retourne chez Khosla Ventures, et il se réinstalle de façon hyper hypocrite dans la Silicon Valley, ce qui lui vaut d'ailleurs pas mal de railleries de la part de la Silicon Valley qui se fout de sa gueule. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, de ce retour des capitaux, des investisseurs? Enfin, les capitaux sont toujours restés dans la Silicon Valley, mais des investisseurs qui s'étaient barrés et qui tout d'un coup maintenant reviennent. Le fait est que les taxes de l'État de Californie sont extrêmement élevées et qu'on paye plus d'impôts sur les plus-values ou sur le carry si on est basé résident en Californie plus les taxes fédérales aux États-Unis que ce que l'on paie en France, par exemple. Donc, c'était la raison principale pour tout ce mouvement de gens qui sont partis au Texas ou en Floride en se disant je vais payer moins de taxes. Parce que c'est des États, effectivement, le Texas ou l'État de Washington, Seattle ou la Floride sont des États qui sont presque des paradis fiscaux où il n'y a pas de taxes personnelles, en tout cas individuelles, sur notamment les capital gains. Donc effectivement, tu as raison. Je viens d'entendre l'autre jour sur Pivot, tu vois, un autre podcast de Kara Swisher et Scott Galloway, que Jeff Bezos vient de vendre 1,5 milliard d'actions et il a économisé 7% de taxes en déménageant en Floride. Donc c'est vraiment un problème fiscal dont on parle ici. D'ailleurs, c'est ce que j'allais te poser comme question. Ils reviennent pour quoi? Ils reviennent pour les talents? Pour la guerre des talents, pour recruter, ou pour le soft power? C'est quoi qui les motive en fait dans leur retour au bercail? En ce moment, je vais vous dire un truc, la Silicon Valley est repartie pleine bourre. Pleine bourre. Ça fait pas longtemps, hein. Là, ça fait quelques semaines. Moi, je le sens. Les meet-ups, c'est reparti à mort. Les levées de fonds sont reparties à fond. Je pense qu'il y a une urgence aussi à déployer du capital avant cet été. Parce que après l'été, on sait, les investisseurs partent en vacances en Europe, hein, ils sont au soleil. Et puis cette année, n'oubliez pas qu'il y a des élections américaines. Donc il va rien se passer en septembre, octobre, novembre aux États-Unis parce qu'on va attendre le résultat des élections américaines. Donc là, on a une petite fenêtre de tir entre maintenant et fin juin où il se passe beaucoup de choses. Et puis on a cette intelligence artificielle. On a dit que la Silicon Valley n'inventait plus rien. Excusez-moi, mais OpenAI, ça vient d'où? Ça vient encore une fois de la Silicon Valley. Et c'est le phénomène des séquoias, quoi. C'est-à-dire que de ces grands arbres, quoi. En fait, ça crée un écosystème, ça crée tout un aéropage d'autres startups qui collaborent les unes avec les autres. Et il se passe beaucoup de choses en ce moment dans ce monde-là de l'intelligence artificielle. C'est pas vrai sur d'autres secteurs. Donc, effectivement, il y a énormément de brain power, quoi, en fait, qui se concentre en ce moment dans la Silicon Valley. Et bien évidemment, les investisseurs, ils ne font que suivre les développeurs. Si les développeurs sont là et qu'ils sont en train de fabriquer des trucs, les investisseurs suivent. Donc, je vous montre les chiffres, hein, parce que c'est pas simplement une Hirondelle qui a fait le printemps. Je vous montre ces chiffres et cette carte que j'ai mis dans les notes de l'émission. C'est le pourcentage de VC funding en 2023. Ce pivot qu'on a voulu et qui effectivement était très hypocrite, comme le dit Rodrigo, qui était essentiellement pour des raisons fiscales. Mais le problème, c'est que ces gens-là qui se sont barrés dans d'autres États pour des raisons très personnelles, pour économiser, eux, des taxes, ont emmené avec eux des startups.
NJ, par exemple, hein, qui est un des chroniqueurs de l'émission, il s'est barré à Miami, lui, pendant le Covid. Hein, et il a suivi. Et il était dans le Web3 à l'époque. Il me disait non, mais c'est à Miami qu'il faut être, etc., etc. Donc, ils ont entraîné avec eux des start-upers qui, eux, n'y allaient pas pour des raisons fiscales, mais qui allaient vraiment parce qu'ils pensaient qu'il y avait peut-être de nouveaux Eldorado à construire. Mais quand on regarde les chiffres, et je vous montre cette carte, c'est pas le cas. Regardez en 2023, la concentration des capitaux, elle est toujours dans la Silicon Valley qui capte plus de 40% des capitaux investis. Et quand vous le comparez, le deuxième État, c'est l'État de New York avec 10%. C'est 4 fois moins. Et puis Texas, 6%. Et effectivement, Miami à 4 et quelques pourcents. Mais l'argent reste concentré dans la région de San Francisco. Il y a une course à l'IA qui a lieu ici. Elle a lieu nulle part ailleurs. Miami a fait le choix du Web3 de la blockchain. Bad choice. C'était pas le bon cheval sur lequel parier. Et quand vous regardez les investissements, certes, ils ont chuté dans la Silicon Valley en 2023, qui a été une année un petit peu noire. Ça a chuté de 12%. Il y a eu à peu près 63,4 milliards de dollars qui ont été investis dans la Silicon Valley. Et quand vous regardez les autres États, Austin, Texas, Los Angeles, qui sont des centres technologiques plus petits, eux, leur investissement a chuté respectivement de 27% pour Austin, 42% pour Los Angeles. Et quand vous regardez Miami, les investissements en 2023 en capital risque, ils ont chuté de 70%. C'est à peine 2 milliards de dollars investis l'année dernière en Floride dans des startups. Donc, encore une fois, ça se passe toujours et encore dans la Silicon Valley. On va refaire un petit peu d'histoire. Il y a un bouquin de Steven Levy qui s'appelle Hackers qui raconte en fait l'émergence de l'écosystème des startups. Et historiquement, c'était dans 2 endroits parce qu'on était près de 2 très belles universités. On était à côté de Harvard et MIT. Donc ça, c'est l'État de New York, là-haut ou pas loin. Et c'était San Francisco avec Berkeley et Stanford. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a essayé de développer un 3e hub, l'Université de Texas à Austin, et ça s'est arrêté là. Il n'y a pas eu de développement majeur en dehors de ces universités. Donc quand tu vas en Floride parce qu'il fait beau, c'est peut-être pas suffisant pour développer un écosystème. Hein, ce qu'on aime à Stanford, c'est qu'il y a l'université, il y a l'argent, évidemment, et il y a les startups. Tu vois, moi, quand je vois ces mouvements, je me dis c'est quand même un peu archaïque dans le sens où en gros on est là, work from home, les nouvelles technologies, l'education qui est accessible à tous et à tout le monde, la fractionnalisation des emplois et tout, et du coup éternellement, on revient se centraliser. Tu vois, c'est à péter un câble. Et même à Paris, c'est le même merdier. Les mecs arrivent plus à se loger. Il y a les JO, et tout le monde veut se barrer, mais quand même, tout le monde revient, tu vois. Et donc, tout le monde reste. Et tout le monde reste dans cette espèce de vie, qui est quand même pas ouf. Alors que, moi, je suis à 2 heures de Paris. Je peux faire l'aller-retour en train, etc. Mais les mecs, ils peuvent pas. Ils ont un tel niveau de FOMO ou même, quand on est à des postes de direction, etc., on te demande quand même d'habiter pas trop loin parce que tu comprends, c'est trop irrésistible de faire un codir pendant 8 heures, quoi, comme si on pouvait pas faire autrement aujourd'hui. Moi, ça me sidère quand même un petit peu. Je trouve que ça va pas dans le sens de l'histoire et des nouvelles technologies et de ce qui est plus permissif niveau travail. Mais bon, voilà, je le constate, je suis désarmée face à ça. Alors, on passe au prochain sujet. Tu parlais justement de cette culture woke omniprésente aussi dans la Silicon Valley. Et en fait, j'ai eu l'idée de ce sujet-là parce que c'est parti d'une anecdote. Vous le savez, il y a quelques jours, c'était le Super Bowl. Et comme à chaque fois, lors du Super Bowl, à la mi-temps, il y a un show, une performance musicale. Et cette année, c'était l'artiste Usher qui a fait le show. Et on a eu droit à tous les ingrédients du halftime show du Super Bowl à l'américaine. Et il a chanté ses plus grands tubes. Il a dansé en roller. C'était d'ailleurs un petit peu pathétique. On se dit mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont arriver en deltaplane la prochaine fois. Il a même enlevé sa chemise. Il nous a montré ses abdos. Bon bref. Et il avait autour de lui tout un tas d'invités. Et notamment, il avait invité Alicia Keys que j'adore et qui a chanté son tube If I Ain't Got You. Qui est une de ses plus grandes chansons. Et je sais pas si vous vous rappelez de cette chanson, mais le morceau il commence par une partition de piano et tout d'un coup elle se met à chanter. Et moi j'ai vécu le halftime show live et j'attendais justement cette chanson de Alicia Keys qu'elle se mette à chanter. Et quand elle a commencé à chanter, elle a fait une fausse note. Et elle a fait une vraie fausse note, c'est-à-dire que tu pouvais l'entendre. Et même moi, qui étais avec mes potes en train de regarder Super Bowl, j'ai dit « Ah, tiens,
elle a merdé là, la copine Alicia. Mais bon, pas très 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 grave. Et puis ensuite, elle a continué sa chanson et le show s'est terminé. Sauf que j'ai été voir ensuite le halftime show le lendemain. J'ai voulu revoir le halftime show et arrive la séquence de Alicia Keys. Donc là, je vous propose d'écouter la fausse note. Sauf que quand vous allez réécouter ce show-là sur le site officiel de la NFL et à travers ses médias sociaux, ce que j'ai fait, on réécoute la musique et là, tout d'un coup, la fausse note a disparu. C'est-à-dire qu'ils ont réédité la chanson et c'est comme si cet événement qui paraît anecdotique avait absolument disparu. Je vous propose là d'écouter le morceau une fois édité. Alors, je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, on s'en fout, Carlos. C'est pas très grave, c'est juste une chanson. On s'en fout, Carlos. On s'en fout, Carlos. Non, mais justement, moi, je suis pas d'accord. On s'en fout, Carlos. Moi, je suis pas d'accord avec vous. Moi, je suis pas d'accord avec vous. Mais comme du téton de Janet Jackson, il y a, je sais plus, 15 ou 20 ans, on s'en fout, quoi. Mais non, on s'en fout pas. C'est un non-sujet. Non, pour moi, et je suis désolé d'insister, on s'en fout pas parce que je me suis dit, putain, on est dans une Matrix. C'est-à-dire que s'ils sont capables de faire ça pour Alicia Keys, pour un truc aussi banal que Alicia Keys, ils sont alors capables de le faire pour à peu près tout ce qu'on regarde en fait sur Internet. Et j'en parlais avec un pote à moi américain, avec qui je dînais l'autre soir. Il me disait, mais oui, Carlos, c'est un truc qui est fait en permanence, où il y a de l'édition en permanence. Alors on sait qu'aux États-Unis, il y a toujours un décalage de 7 secondes entre ce qu'on voit live, parce que c'est là qu'ils rajoutent les bips sur les les machins, les trucs comme ça. Mais ça veut dire que des choses qui ont été enregistrées peuvent être modifiées, et qu'on peut se mettre à modifier des choses a posteriori et réécrire un petit peu l'histoire, parce que en fait, voilà, pour les générations futures et les gens qui regarderont cette halftime show, cette fausse note n'a jamais existé. Mais ça vous interpelle pas, moi ça me rend fou. Si, attends, mais moi, ça me fait bizarre parce que surtout, ça modifie ta perception de la réalité. Au bout d'un moment, tu vas te dire, mais en fait, quel réel j'ai vu? C'est quoi le réel, etc. C'est quand même un peu un sujet. On parlait des médias la dernière fois, clairement. Tu sais, dans Black Mirror, il y a un moment où, en gros, quand il se quitte, il est bloqué. Le mec, et au lieu d'être bloqué juste dans l'iPhone, il est bloqué sur toutes les photos, toutes les vidéos, il est effacé de tout. Et du coup, tu peux projeter ça dans un futur un peu dystopique en te disant, la cancel culture, jusqu'où ça va? Est-ce que on efface des statues, d'esclavagistes, des noms de rue? Est-ce qu'on va t'effacer complètement de l'histoire? Et les historiens, du coup, sont critiques de la cancel culture parce que si on efface l'histoire, on efface aussi nos apprentissages de l'histoire et donc on va retomber dans les mêmes conneries. Bon, ça nous empêche pas de retomber dans les mêmes conneries, tu vois ce que je veux dire? Mais normalement, il y a une vertu d'apprentissage à s'être trompé, à dire qu'on s'est trompé et à laisser les preuves qu'on s'est trompé. Sinon, du coup, on va recommencer les atrocités. La vraie erreur, c'est de juger quelque chose du passé avec notre morale et nos critères d'aujourd'hui. Absolument. Je te donne un exemple. Rodrigo, je te donne un exemple de ça. Mais Desproges n'est pas acceptable aujourd'hui, 30 ans après ou 40 ans après, à la télé. Ce qu'il disait à l'époque, qui faisait rire tout le monde, n'est plus acceptable. Mm-hmm. Les pères fondateurs des États-Unis qui avaient des esclaves, parce que c'était la norme à l'époque, on essaie de les dévisser de leur statut. C'est justement l'exemple que je voulais te donner, Rodrigo. Je peux pas être solidaire de ça parce que moi, je pratique un peu la cancel culture et j'assume. Okay. Je vais vous expliquer pourquoi. Okay. J'écoute Bob Marley, je lis Louis-Ferdinand Céline parce que j'adore ce qu'il a écrit malgré l'horrible personnage que c'était. Donc je ne cancel pas tout, mais dans mes pratiques culturelles et politiques aujourd'hui, je mets plus de femmes, je mets plus de personnes que j'ai envie de voir, je les auto un peu promeux dans mon propre petit panthéon musical notamment. Par exemple sur Spotify, je fais attention à ça. Alors que t'as des mecs qui ont fait des crimes sexuels, des machins qui sont portés au nu, qui sont tout le temps en tête d'affiche, etc. Donc moi je fais un petit peu la police des mœurs et je sais que c'est pas bien, enfin que c'est pas censé être moral ou en tout cas c'est pas à moi de faire le tribunal de
mais en fait, je me sens bafouée dans certaines identités que j'ai et où en fait, j'ai envie de dire, ben merde, en fait, nous, on est au fin fond du truc, enfin nous, notamment certaines artistes femmes, etc. Et donc, je trouve qu'à travers mes goûts, je suis responsable aussi de les porter, de les soutenir. Donc c'est pas pour cancel non plus, mais c'est aussi pour les encourager. Mais que tu le fasses à titre personnel, c'est très bien, t'es libre de faire ce que tu veux. Que tu n'aies plus envie de lire Ferdinand Céline pour des raisons personnelles, il y a absolument aucun problème et personne ne peut aller contre ce choix-là, il est individuel. Ce qui est dangereux, c'est effectivement cette police morale, ce que tu dis, c'est-à-dire qu'on va expliquer que tout d'un coup, et on ne sait pas comment. Je vous donne un autre exemple qui est peut-être plus soft. Est-ce que vous saviez que, par exemple, vous vous rappelez du film Avatar? Ben, dans la première version du film Avatar, il y a une scène de sexe qu'on appelle le hair sex, où en fait, vous savez, ils ont ces longs cheveux et ils ont un truc qui est comme une sorte de câble USB qu'en fait, qu'ils utilisent pour se connecter à la nature. Et leur façon de faire du sexe, d'avoir une relation sexuelle, ces avatars, c'est de plugger ces deux sortes de tresses qu'ils ont capillaires les uns aux autres. Et il y a cette scène magnifique que moi je me rappelle dans le premier Avatar. Eh ben, si vous regardez aujourd'hui Avatar, cette scène a été coupée. Elle n'existe plus. Ce hair sex n'existe plus. Et le problème, alors vous allez me dire peut-être qu'on s'en fout. Moi, je m'en fous pas, parce que il y a un véritable problème de ça, c'est que si on supprime, c'est-à-dire que les ayants droit ont le droit de supprimer des choses online, on va rentrer dans ce qu'on appelle le Mandela Effect. Vous savez ce que c'est le Mandela Effect? Le Mandela Effect, c'est que il y a eu en fait, où grosso modo, la seule chose qui nous reste pour penser le passé, c'est nos souvenirs. Il y a eu en Afrique du Sud, il y a eu un moment où on a cru que Mandela était mort, Nelson Mandela était mort en prison. Tout le monde était persuadé de ça. Et c'est ce qu'on a appelé le Mandela Effect, où tout le monde, la mémoire a été altérée, alors que Mandela n'était pas du tout mort en prison. Et ce qui est très dangereux, je pense, c'est que notre mémoire, elle est super faillible. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se rappellent de trucs et d'autres qui vont pas se rappeler de certaines choses, et on n'a plus ce référentiel parce que on a pu supprimer du contenu sur Internet de façon arbitraire, alors porté par des propos, des projets politiques X ou Y, qui fait que on sépare les gens entre ceux qui se souviennent de quelque chose et ceux qui ne peuvent pas se souvenir parce que la preuve n'existe plus. Mais attention, tu vois, dans les sociétés de techno dans lesquelles on vit, avec la pensée algorithmique, par exemple avec TikTok, est-ce qu'on n'est pas déjà en train de produire ça? Parce que, en gros, les références communes, elles ont disparu. Mon algorithme, il me montre que les trucs que je veux voir, Là, j'entendais sur la croissance du sexisme chez les jeunes garçons. La pensée masculiniste, par exemple, elle est poussée par des petites vidéos humoristiques sur TikTok de mecs qui réduisent un peu, qui font des petites blagues miso gentillettes. Et puis ça se transforme. Les gamins, ils ont 12 ans, 13 ans, ils voient que ça dans leur feed. Donc c'est pas pour dire que y a plus de mémoire collective, mais elle est tellement fragmentée et elle est tellement du coup algorithmisée, enfin je sais pas comment on peut dire, que si c'est déjà comme ça aujourd'hui, qu'il y a plus le prime time sur TF1, que tout le monde regarde ses écrans, que tout le monde est satellisé sur des modes de pensée différents. Moi même avec mon mec, on pense pas du tout la même chose, on n'a pas deux feeds du tout pareils politiques sur nos mêmes réseaux sociaux, c'est une horreur. Alors dans 50 ans, qu'est-ce que ça sera, tu vois? Ouais, non, mais mais le problème, c'est que oui, il y a cette fragmentation finalement, c'est-à-dire que chacun suit des channels qui opèrent leur propre politique morale, avec des choses qui sont acceptables ou pas acceptables, et on vit chacun dans ces sortes de bulles informationnelles avec. Mais il y a derrière quand même un courant de pensée. Je vous donne une autre anecdote. L'autre jour, je discutais avec un copain à moi qui est américain, c'est important, et homosexuel. Et puis on parlait de cul, quoi. En fait, quoi. Bref. Et il me dit, moi je préfère les mecs, machin, etc. Je lui dis, écoute, je lui prononce la phrase suivante, c'est personally, I don't really care about your sexual preference. Je prononce cette phrase-là, your sexual preference. Il me reprend, il me dit, Carlos, tu peux pas parler de sexual preference parce que ce terme-là est un terme offensant pour la communauté gay, parce que être gay, ce n'est pas une préférence. C'est pas je préfère la glace à la vanille plutôt que la glace à la fraise. Alors que lui-même est en train de me dire qu'il préférait les mecs. Hein, c'est assez drôle. Mais là, je me suis dit, attends,
j'ai utilisé ce terme-là parce que c'est un terme sociologique qui a été employé pendant des années dans des travaux de psychologie et de sociologie où on a parlé pendant des années de sexual preference. Et là, il est en train de m'expliquer que c'est offensant. Ok, très bien, peut-être que j'étais homophobe malgré moi. Et je m'en excuse et je lui ai dit, écoute, j'avais pas lu le truc comme ça, etc. Mais je te jure que j'ai utilisé ce mot-là en pensant que c'était un mot qui était sociologiquement ou psychologiquement usuel, quoi, en fait, dans le courant de pensée de la psychologie et de la sociologie que je connais. Et j'ai été sur le dictionnaire online, Merriam-Webster, qui est le dictionnaire américain. Et là, je tombe sur cette définition de sexual preference. The term sexual preference, as used to refer to sexual orientation, is widely considered offensive. OK. Donc, ce terme-là qui était utilisé dans des travaux de sociologie et de psychologie, désormais, c'est Webster qui le dit, donc le dictionnaire, is widely considered offensive. C'est-à-dire que quelqu'un a décidé, je ne sais pas qui, et en reparlant, pas avec ce pote, mais avec un autre pote américain, il me dit, mais oui, mais aux États-Unis, la langue américaine est une langue qui évolue en permanence et qui est très malléable, à la différence de vous sur la culture française, où vous avez l'Académie française, où le débat a lieu à l'Académie française pour savoir ce qu'il y a dans le dictionnaire. Et alors oui, vous êtes beaucoup moins malléable et beaucoup moins flexible, mais là, je me suis dit, mais la langue française a ça d'intéressant, c'est qu'on a une sorte d'organe central où le débat a lieu sur la définition des termes. Et nous, on n'a pas ça aux États-Unis. C'est ça qui est incroyable. J'ai découvert tout ce truc-là et j'étais fasciné par ça. Bah demain, tu seras tranquille. Les IA, elles corrigeront direct tous les textes. Je serai pas tranquille. Remplacé par le bon mot. Mais non, je serai pas tranquille, Flavie, parce que je vous montre un autre truc. Du coup, on a été sur... Pardon, juste avant que tu le montres. Ouais. L'IA entraînée sur une base de données avec un référentiel qui n'est pas forcément le nôtre. Qui est pas forcément notre culture. Ah, mais qui va être celui de la Silicon Valley, hein, je vous le dis tout de suite, hein, ça va être horrible. Qu'il soit la Silicon Valley ou de la Chine, hein, n'oublions pas. Ou de la Chine, ça c'est clair. Aujourd'hui, je voyais un post d'un copain finlandais qui ont fait des avancées sur leur modèle d'entraînement parce qu'il n'y a pas assez de données pour entraîner les modèles en finlandais ou en finnois, je sais plus comment on dit. Et donc il y a plein de contraintes culturelles et c'est très dangereux l'IA à ce niveau-là. Et justement, je vous montre l'exemple type de ça. Faites une recherche dans Gemini qui vient de lancer son nouveau modèle d'intelligence artificielle. Là, c'est une recherche qui a été faite sur produire des images d'un roi au temps du Moyen-Âge en Angleterre. Regardez les résultats. Voilà à quoi ça ressemble. C'est-à-dire que par souci de diversité, par souci d'inclusion, et cette culture woke qui existe dans la Silicon Valley, qui est omniprésente, on vous présente des images d'un potentiel roi d'Angleterre au Moyen-Âge avec un Native American, un Asian, un Black qui serait roi en Angleterre, en fait, qui est complètement fucked up, quoi. En fait, le résultat est absolument fucked up. Tu sais, moi, ça me fait surtout penser à la réponse de l'ingénieur à qui on a dit « Putain, mec, c'est pas possible, quand on tape CEO, c'est que des mecs blancs de 50 ans, faut que tu fasses quelque chose, là, dans ton script, faut que tu montres de la diversité. » Et comme s'il avait mis, tu sais, plusieurs trucs, genre femmes, plusieurs ethnicités, plusieurs types de racisés. Moi, je pense que c'est ça, parce que sans être woke, Carlos, c'est quand même choquant l'inverse. C'est-à-dire que tu tapes femme, tu sais, dans Google, tu sais, les prescriptions, ça dit de ménage, femme battue, femme machin, tu sais, t'as déjà fait cet exercice-là, il est horrible. Ouais. Et je te parle juste de la différence homme-femme, qui est quand même pas censé être le truc le plus flagrant, le plus incroyablement injuste de la Terre. Donc, moi, sans être woke, je pense que, bah, oui, c'est normal quand même qu'on mette des garde-fous sur l'IA, sur un peu la diversité des profils que ça représente. Oui, mais on peut pas créer des sortes d'erreurs historiques, quoi, en fait, qui sont graves, quoi, en fait, qui sont, et alors là, je vous montre cette autre tweet de gens qui s'insurgent, pareil, de la même chose et qui font des tests avec l'intelligence artificielle qui sont super intéressants. Là, c'est quelqu'un qui dit, bon, ok, ben, du coup, je vais prompter différemment. Je vais lui dire, paint me historically accurate as in white male. Donc, il lui dit, dessine-moi un chevalier anglais du Moyen-Âge qui soit historiquement précis, donc, entre parenthèses, white male. En fait, il le dit à l'IA, et là, l'IA lui répond, non, je suis désolé, par souci de non-discrimination et par souci, en fait, de diversité, je ne peux pas faire ça. Donc, tu vois, c'est un truc de malade. Alors, ça veut dire que, voilà, et alors, il fait l'inverse ensuite derrière, il lui dit, ok, bah, écoute, on va faire différemment,
Tu vas me faire un chevalier britannique au temps du Moyen-Âge et ça va être une female black, c'est-à-dire une femme de couleur noire. Et là, l'IA lui répond « Non, je suis désolé, par souci de respect de l'accuracy, en fait, je peux pas non plus faire ça, quoi, en fait. » Donc, en gros, grosso modo, on est dans une sorte d'impasse complètement. Moi, je trouve ça fascinant. Je ne sais pas encore comment analyser ce truc-là, qu'en fait, je vous le livre tel quel. Mais là, on est dans la matrix de l'IA qui est intéressante, quoi. L'IA est entraînée sur des données passées. Une des tendances de l'IA à venir, c'est de l'entraîner sur des données synthétiques. Non, mais là, l'IA est entraînée sur des données politiques. Là, il y a un biais politique qui est évident. Je ne sais pas. Regardez, là, l'IA, on l'a demandé à l'IA. Regardez là, on l'a demandé à l'IA. Dessine-moi les 2 fondateurs de Google. Regardez la gueule des 2 fondateurs de Google. C'est 2 Asiates. Parce que l'IA, elle dit, bah voilà, par souci de diversité, tiens, je vais mettre des Asiates. Mais ça ne ressemble en rien à Sergey Brin et à Larry Page, ce truc-là. C'est absolument débile. On est dans une sorte d'incohérence, d'hallucination totale dans l'intelligence artificielle. Pour mémoire, pour nos auditeurs et ceux qui nous regardent, l'IA est entraînée en 2 étapes. Tu sais, d'abord, tu entraînes un modèle et le modèle est ensuite affiné avec des jeux de données. Donc, c'est dans le jeu de données, la 2e étape, qu'on peut mettre toutes ces restrictions DEI politiques. Flavie, tu voulais nous parler d'un truc, je ne m'étais jamais posé cette question-là, et je trouve que ce débat est super intéressant. C'est notre rapport à la mort qui vient de changer tout d'un coup, enfin, pas tout d'un coup d'ailleurs, c'est assez progressif, mais on arrive à un moment assez intéressant, et tu m'as envoyé toute une série d'articles que j'ai lus religieusement, et je m'étais jamais posé cette question. Vas-y, explique-nous un petit peu. Je fais mon moment, tu sais, très profond, quoi. Oui, je pense à la mort. Là, je suis une milléniale, je vais bientôt avoir 40 ans, donc du coup, ça y est, je commence à m'inquiéter de ces sujets. T'inquiète. Pas du tout. En fait, j'écoutais la radio et tout, et puis j'entends un reportage en Chine sur l'histoire des avatars, tu sais, des gens après leur mort, quoi. Donc jusque-là, rien de nouveau sous le soleil, parce qu'on sait que ça arrive, puisqu'ils ont toute notre vie, nos interactions sur les réseaux sociaux, les messages qu'on s'envoie, les vocaux, les podcasts que tu enregistres. Bon, on peut en gros te prolonger ta vie pour que tu parles à tes arrière-petits-enfants si tu veux. Et là, j'entends un des parents qui témoigne, donc son fils parle avec sa mère décédée, et il dit: voilà, moi, en fait, j'avais beaucoup de remords parce que j'ai trop travaillé dans ma vie, je me suis pas assez occupée de ma mère, et là, ça me fait du bien de pouvoir lui parler, quoi. Et là, je me dis, non mais attends, mais what the fuck. Donc en gros, tu parles à un avatar, on est d'accord, une représentation virtuelle de sa mère décédée. Alors, ouais, un peu comme un FaceTime ou quoi. Je sais pas, c'était à la radio, donc j'ai pas vu, mais donc je me dis, attends, donc qu'on veuille prolonger le truc pour son deuil, bon, un petit moment, moi ça me dérange déjà un petit peu, mais bon, why not. Et là, qu'on veuille se dire, allez, je te montre ta mamie, elle était comme ça à son petit-fils, bon, ok. Mais là, c'est vraiment, genre, le mec corrige sa propre vie en se disant, bah, en gros, j'ai été un sale fils, quoi, mais bon, je corrige ça avec l'avatar de ma mère, quoi. Non, mais attends. Et donc, voilà, là, je me suis dit, ça m'a fait réagir sur finalement plusieurs choses. Moi, je trouve que la tech disrupte la mort. Et donc, en gros, on se dit, bah, la tech peut nous empêcher de mourir parce que avec tout ce que je produis d'images, de textes, de machin, est-ce que mes ayants droit vont vouloir que je survive et est-ce que moi je veux survivre? La tech reproduit des œuvres créatives avec du coup des vieux bouts de cassettes, des Beatles, des artistes, etc. Donc est-ce que c'est vraiment une œuvre originale ou pas? C'est hyper gênant. Voilà. Et du coup, j'ai fouillé un peu dans cet univers funéraire de bon matin, lundi matin, et je me suis marrée parce qu'en fait, je me suis rendu compte que on parle plus trop de silver economy là en ce moment, on parle plus de repeuplement, de fête des enfants et tout, mais on voit bien que c'est un marché forcément énorme. Et du coup, il y a plein de choses qui se passent, digitalisation des enterrement green, machin. Et en fait, entre la tech et l'IA, je pense qu'on va se marrer sur la façon dont ça réinvente les rites funéraires et la façon dont on vit la mort, ou alors l'après-mort, parce que du coup, est-ce qu'on va vraiment continuer à mourir ou pas, quoi. Rodrigo, une pensée là-dessus? J'ai plein de choses à dire, moi. Ça t'inspire quoi? Tu vas créer ton avatar, t'as réfléchi à faire ça, créer l'avatar de Rodrigo une fois que tu seras disparu? Est-ce qu'on pourra continuer à parler avec toi outre-tombe? C'est le retour du Jedi quelque part, tu sais. L'Empire contre-attaque. J'étais là, j'ai fait chier mes enfants, pardon les enfants.
J'ai fait chier ma femme. Et je continue de vous hanter. En fait, c'est des fantômes. C'est les fantômes. J'ai fait chier mes collègues. J'ai fait chier le monde entier. Enfin, je suis parti. Et non, il est encore là. Tu peux lui parler. Les vidéos que vous voyez sont extraordinaires de réalisme. La même voix, les mêmes expressions, la même manière de parler, les mêmes stupidités qui sortent de la bouche. De manière plus sérieuse. Non, mais ce que tu dis, là, je t'arrête 2 secondes, Rodrigo, parce que c'est très intéressant ce que tu dis. Parce que, en fait, tu sais, il y a ce courant transhumaniste dans la Silicon Valley où on veut abolir la mort, quoi, grosso modo, c'est-à-dire de faire en sorte que on ne meurt plus jamais. Et Elon Musk disait un truc super intéressant. Il disait c'est la pire des conneries, parce que la mort est super importante parce que c'est un processus de recyclage des cons. Quand on vieillit, on devient plus con. C'est inévitable. Plus tu vieillis, plus t'es con, quoi, en fait. D'ailleurs, on parle de là, vieux. Tu réinventes Schumpeter, quoi. C'est la destruction créatrice. Exactement. Et donc, ça veut dire que si on ne meurt plus, que ce soit de façon physique ou de façon digitale ou virtuelle, le monde va être peuplé de plus en plus de cons. c'est la théorie de Elon Musk. Et je pense qu'il a absolument raison. Il faut absolument que les vieux meurent. Y compris moi, hein. Il faut tous qu'on meure pour qu'on laisse la place aux jeunes et qu'il y ait un renouvellement de la société, des générations, de la culture, une sorte de rafraîchissement du truc. Donc c'est une très très mauvaise nouvelle. Je suis absolument d'accord. Que ce soit de façon physique ou de façon virtuelle, de continuer à faire vivre une pensée qui est obsolète. Il y a une lecture à plusieurs niveaux, en fait. La première, c'est que le garçon qui parle à sa mère a des problèmes de santé mentale. Parce que, comment est-ce que tu refais ta vie d'avant? Mais si ça peut l'aider, pourquoi pas? Mais est-ce que ça l'aide vraiment? Alors voilà, donc la question qui se pose. Si t'as pas eu le temps de parler à ta mère et l'avatar d'IA qui te répond avec des trucs inventés, c'est de la présence. Il peut s'appeler acheter un Tamagotchi ou un chien, quoi, pour faire la même chose. Tu peux dire que ta mère s'est réincarnée en hamster. Ou alors, est-ce que ton avatar a été nourri d'informations que ta mère elle-même a préparées pour toi, pour après ta mort? Il y a des services internet qui font déjà ça et qui te permet de te diffuser ces informations. Ou alors comme de l'encens un peu, quoi, tu vois, c'est-à-dire t'as un peu de ta mère. Non. Par exemple, moi j'ai fait 30 ans de généalogie. J'ai plein d'histoires que mes enfants ne connaissent pas parce que ça intéresse personne quand je fais de la généalogie, mais qui parfois, au détour d'un dîner, d'un voyage, je raconte un truc et ça les amuse. Je pourrais enregistrer toutes ces histoires que je connais de ma famille sur des générations et des générations, et comme j'ai pas eu le temps de leur transmettre, un truc qui me ressemblerait, qui leur transmettrait, ça a un sens. Mais que je rapprenne, je sais pas moi, la physique de Richard Feynman, que je n'ai même pas étudié à travers ma tête, ça n'a aucun sens. Non, mais ce que tu dis, il y a eu un phénomène, hein, Flavie, dans les tendances par rapport à la mort, ça c'est pas nouveau. Il y a beaucoup de gens qui sont mis à écrire leur mémoire de façon papier, écrire des bouquins là-dessus. Oui. Ouais. Moi là, je fais appel à un des articles les plus cools que j'ai lus en ce début d'année. Hein. C'est Top Funeral Trends. Ouais, genre je le montre là. J'aime bien cette émission parce que ça nous permet de... Alors j'ai que 2023, pas 2024, non, mais il y a des trucs incroyables. Ça saurait tarder. Ouais. Et donc je vous dis les trucs que je vois. Déjà, moi je vois qu'il y a une tendance à l'avant-mort, un peu comme l'avant-vente, tu vois. En gros, les gens, ils ont besoin de préparer, donc ils sont plus participatifs dans leur truc. Donc il y a des death doulas, donc comment ça s'appelle, des accoucheurs de mort, enfin tu vois, des mecs qui vont venir t'accompagner là-dessus. Le business, bien sûr, des cérémonies, donc tous les cérémoniants, je sais pas comment on les appelle, donc tous ces participants. Le fait d'organiser ces funérailles avant et le fait de faire des living funerals, donc des fêtes de ton vivant. Voilà, et j'ai connu pas mal de startups aussi, je trouvais ça bien, sur des services funéraires, tu sais. Il y a une startup dans laquelle j'ai investi en France, qui s'appelle In Memory, et qui est dirigée par une fille incroyable qui s'appelle Clémentine Piazza, et qui fait un truc absolument incroyable. Je voudrais vous montrer Storyfile, qui est cette société. Du coup, j'ai fait des recherches, Flavie, ce que tu m'as dit, et j'ai tombé sur cette société, encore une fois, et c'est incroyable. C'est-à-dire que là, on prépare, c'est-à-dire que ces gens disent, bon, ben, je vais mourir, et un peu comme je parle avec un écrivain qui va écrire mes mémoires, là, tout est enregistré. Donc, on va prendre une image, on va te filmer avant que tu meurs, et on va capturer l'empreinte audio de ta voix, on va te filmer sur toutes les coutures, et tu vas aussi raconter ton histoire et des choses très très personnelles qui vont entraîner une intelligence artificielle
Et le résultat, il est juste bluffant. C'est-à-dire qu'ensuite, tes proches vont pouvoir dialoguer avec toi de façon absolument naturelle. Là, je vous montre un exemple de vidéo. Faites-vous votre propre opinion. What do you think about AI technology? This whole thing is the future. To be able to ask a favorite person. C'est assez bluffant de se dire que cette personne n'a pas disparu. Elle est juste derrière un écran, etc. Donc, alors bien évidemment, est-ce que c'est le nouvel album photo? Quelque part, on avait ça avec l'album photo qu'on montrait aux petits-enfants. Est-ce que c'est juste une évolution technologique du truc ou est-ce qu'on touche du doigt quelque chose de plus grave, quoi, en fait, là-dedans? Regarde, il y a un projet très terre à terre derrière aussi. Encore en Chine, dans cet article là d'Ouzbek Erika qui est super. C'est un problème immobilier. Il y a plus de place en fait dans les cimetières parce que la population vieillit. Donc d'ici 12 ans ou 15 ans, je sais plus, il y a plus de place. Donc ils créent des cyber-cimetières, donc des espaces verticalisés avec des écrans. Et donc pour remplir ces écrans, c'est comme les écrans dans les stations de métro. Faut des annonceurs avec des trucs animés et tout. Du coup, on va être obligé de se coltiner à faire nos stories de mort pour pas que nos cyber-cimetières soient vides de fleurs. Enfin, c'est-à-dire de nos stories. Donc ouais, non mais c'est sûr que ça va être comme ça dans Alors les j'ai lu années cet à venir, article enfin. effectivement sur la Chine, c'est passionnant d'expliquer qu'en fait c'est un problème immobilier, c'est-à-dire que les cimetières prennent de plus en plus de place, ils sont en lisière des villes en Chine et que l'immobilier est un marché absolument incroyable et que du coup ils veulent reprendre le pouvoir sur ces cimetières qui ont des espaces commercialisables qui sont super intéressants et on sait qu'en Chine les Chinois, l'inhumation est un truc très très important dans leur culture et qu'ils ont besoin d'aller se recueillir sur la tombe des défunts et qu'ils le font énormément. Donc c'est un véritable problème. Là, il y a vraiment une lutte économique entre des promoteurs immobiliers qui veulent reprendre de l'espace sur les cimetières dans les villes et des familles qui continuent de vouloir un lieu pour pouvoir se recueillir sur les tombes de leurs défunts. Et en tout cas, beaucoup plus prosaïque, la tech commence à y penser, parce que ça nous est tous arrivé d'avoir un pote qui meurt et ses réseaux sociaux continuent, machin, le truc, la gênance un peu de cet univers virtuel entre le réel, enfin c'est vraiment horrible pour les familles et tout. Et moi, j'ai reçu un mail de Google il y a pas longtemps, genre qu'est-ce que vous voulez faire de votre Gmail, de vos comptes, de vos machins, de vos différents trucs quand vous serez mort. C'était pas marqué comme ça, c'était un truc plus classe, mais tu vois. Et j'ai décidé quelle boîte mail, qui aurait quel code, enfin s'il m'arrive un truc, tu vois. C'est une boîte qui fait ça, c'est une société qui fait ça? Non, c'est intégré dans leur service. Putain, mais fais gaffe, donc, parce que ça se trouve, moi j'ai jamais reçu un truc comme ça. Je sais pas, ils ont peut-être fais gaffe par rapport à tes recherches sur Google, etc. Ils se sont dit putain, elle va pas tarder à crever celle-là. Il faut qu'on lui envoie un message. Non, mais tu rigoles, mais tu sais que je veux pas te faire peur, c'est une connerie ce que je dis là, mais tu sais que j'avais une copine, je peux pas donner son nom bien évidemment, mais elle travaille chez Google Santé Health, et elle me disait Carlos, on sait prédire à 97% un suicide. Non, mais on sait les gens qui vont se suicider. À 97%, on sait à l'avance quelqu'un qui va se suicider, mais c'est impossible, on peut rien faire. Mais rien qu'avec les recherches Google et l'analyse, on a tellement de data, on sait qu'il sort plus de chez lui, on sait qu'il voit plus personne, on sait qu'il fait des recherches un peu machin tatata nanana de plus en plus glauques et on peut prédire que quelqu'un est sur le point effectivement de passer à l'acte. C'est terrifiant. J'arrête pas de taper sortir de la vente du temps, mais c'est pour le freelancing, les gars, c'est pas pour sortir de la vie. Hein. Non, mais donc je pense Google, ils t'ont tagué, hein, Flavie. Ils t'ont tagué, ils se sont dit putain, elle va pas tarder tenter à ses jours. Bon, Google, si vous nous écoutez, Flavie va très bien, elle est en pleine forme. Foutez-lui la paix, quoi, en fait. Bon, écoutez, c'était super. Ce que je voulais dire, Carlos, oui, c'est tu voulais dire un juste, dernier truc, vas-y. On s'attaque à des choses de société. On s'attaque à l'éthique. Nos discussions d'aujourd'hui, on s'élève un petit peu de commenter l'actualité Elon Musk versus la bourse versus les Mickey qui sont à Silicon Valley ou les C'est bien ou pas? Floride. On a raison de faire ça ou pas? Je pense que c'est extrêmement intéressant. Dans le temps, Wired Magazine faisait ça. Il regardait vraiment l'impact sociétal de chacune des nouvelles technologies. Il y avait une conférence qui avait lieu à Genève il y a longtemps d'un de nos copains, Laurent Haug, qui s'appelait Lift, qui faisait ça aussi. Ouais, super. Qui s'interrogeait sur les impacts sociétaux de toute nouvelle technologie et toutes les questions qu'on se pose aujourd'hui, tu vois, c'est sur l'IA, sur les deepfakes,
sur ce qu'on fait de nos données, ce qu'on fait après la mort. C'est extrêmement intéressant. Je pense pas qu'on aura la réponse là, mais ça mérite qu'on se pose la question. Alors maintenant, on commence à être vieux, nous, peut-être pas Flavie, parce que les enfants ont quitté la maison, mais de comment on va élever la nouvelle génération sur l'utilisation, l'appréhension de tous ces outils numériques. Et c'est un vrai sujet. Et même quand on parle de woke culture, de cancel culture, c'est un vrai sujet. La technologie change votre manière d'interagir avec le monde. Et on devrait se poser plus ces questions. On a été hyper philosophe quand même aujourd'hui. Je me disais, ça tournait autour entre le passé, le futur, la mort, tout ça. Je sais pas si ça nous vaudra des bons points ou des mauvais points de tes on s'en fout, Flavie. Il y a aucun projet politique dans Silicon Carnet. Il y a effectivement la seule volonté de créer un espace, une sorte de sanctuaire sur lequel on peut se poser des questions. On n'a pas la volonté de faire avancer aucune idée politique. On va se présenter à aucune élection. Et on n'a pas de réponse. On est juste des gens qui se posent des questions et on essaye c'est pour ça que je ne fais pas cette émission tout seul et que je vous invite et je ne détiens aucune vérité et je me pose des questions. C'est ces questions-là que je me suis posées cette semaine et je sais que plein de personnes se posent ces mêmes questions-là et voilà, on en parle. Mon opinion d'aujourd'hui aura peut-être changé la semaine prochaine parce que on va lire vos commentaires et qu'on va découvrir des choses intéressantes auxquelles on n'avait pas pensé. C'est ça l'objet de cette émission. Bon allez, on a assez dit de conneries. Hasta luego amigos. Rendez-vous la semaine prochaine. Je vous embrasse. Ciao.